Bon, il n'y a pas de doute, hein, je lis vos commentaires sur la chaîne, je lis vos commentaires sur Twitter. Il y a une petite perte de foi. Il y a de plus en plus de peur. L'ambiance est un peu négative. Tout le monde se dit, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se disent que tout est fini. On est peut-être passé en bear market. Et pourtant, au risque de fâcher certaines personnes ou au risque de surprendre certaines personnes, eh ben, c'est quelque chose qu'on a vu encore et encore. Quelques exemples. En 2021, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu un crash du Bitcoin au mois de janvier. Puis, à peine un mois plus tard, eh ben, tout le marché des crypto-monnaies a explosé. 2023, tout le monde répétait que le Bitcoin allait s'effondrer, que c'était la fin des crypto-monnaies, etc., etc. On connaît. Qu'est-ce qu'on a eu quelques semaines plus tard? Eh ben, le Bitcoin a tout simplement doublé. 2024, 2021, 2023, on va voir plus récemment. 2024, quand le Bitcoin est retombé aux alentours de 40 000 $, qu'est-ce qu'on entendait? Eh ben, que c'était foutu, qu'il y aurait plus de hausse, etc., etc. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Eh ben, le marché, tout le marché des crypto-monnaies est complètement parti en vrille et tout est parti à la hausse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que la paire atteint un niveau extrême, eh ben, ça marque souvent un point de pivot juste avant le redécollage. Et donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'ambiance sur les réseaux est ultra pessimiste. On lit de plus en plus de commentaires négatifs du style « c'est la fin des crypto-monnaies, les crypto-monnaies sont vouées à s'effondrer, vous êtes des menteur, on m'a également dit que j'étais un menteur, mais c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, voilà, l'ambiance est de plus en plus dégueulasse et pourtant, statistiquement, on va sortir les grands mots, j'ai du mal avec ce vrai. Statistiquement, eh ben, c'est là que ceux qui ont une vision à moyen ou long terme, eh ben, repartent à l'achat et en profitent le plus. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que psychologiquement, eh ben, la majorité des gens abandonnent quand c'est trop anxiogène, alors qu'il reste en réalité énormément de choses à faire. Bon, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation actuelle. Le Bitcoin est proche des 100 000 $. Il n'y a même pas 3 jours, il a touché les 100 000 $. 100 000 $, c'est un niveau énorme. Et pourtant, il y a tout un tas de personnes qui se plaignent. Il y a tout un tas de personnes qui annoncent la fin du marché. Alors, ils disent ça. Pourquoi ils disent ça? Tout simplement parce que le Bitcoin stagne. Il se passe pas grand-chose sur le Bitcoin. Et en plus, on a les altcoins qui prennent tarif. Et puis, à côté de ça, il y a quoi? Il y a le comportement. J'enlève ma casquette parce qu'il fait super chaud ici. Bon, j'ai une sale coupe, mais c'est pas bien grave. Et puis, à côté de ça, il y a le comportement humain. Les gens, on aura beau dire encore et encore sur la chaîne qu'il faut pas fonctionner de cette façon, mais c'est pas bien grave. Les gens achètent souvent quand ça a déjà grimpé, jamais avant. Avant, ça les intéresse pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se retrouvent avec un rendement limité, voire, et c'est la réalité, voire en moins-value quand une correction comme ce qu'on a vécu il y a quelques jours, quand une correction ou une pause survient. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que cette espèce de décalage entre ceux qui sont entrés il y a un petit moment, qui sont aujourd'hui, malgré la correction qu'on s'est pris récemment, sont dans le vert, et les nouveaux venus arrivés, souvent malheureusement en retard. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous ces nouveaux investisseurs, ils subissent quoi? Ils subissent la stagnation, ou pire, ils subissent les petites chutes qui suivent un gros pump. Parce que comme j'ai dit, il y a tout un tas de personnes qui arrivent quand c'est vert, jamais avant. Et donc, ils achètent quand c'est vert, ils achètent après un gros pump. Et tous ces nouveaux investisseurs, malheureusement, ils finissent par se décourager, alors que ceux qui étaient là depuis 2023 ou ceux qui ont racheté durant les baisses de 2024 conservent encore de belles plus-values. La moralité, c'est quoi? Vous inquiétez pas, la vidéo est bien construite, je vais aborder plusieurs sujets. La moralité, c'est quoi? C'est que quand on investit, il faut garder en tête que les crypto-monnaies montent par paliers très rapides pendant de courtes périodes, puis stagnent ou corrigent le reste du temps. Et si on entre malheureusement durant une phase déjà bien haussière, on profite plus de la plus grosse partie du mouvement. Et donc, encore une fois, l'histoire se répète. Et souvent, et ça c'est très important, un bull run ne s'achève pas quand la peur domine, mais justement quand tout le monde est euphorique et pense que la hausse ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour cette raison, je me répète une deuxième fois, qu'il est super important d'avoir un plan clair. Quelle crypto-monnaie acheter, quand acheter, et surtout, ça c'est très important, surtout quand prendre des bénéfices. Alors la période actuelle est très moche, on va pas se mentir, mais cette période actuelle, si tu prends les choses du bon côté, doit te permettre de travailler sur ton portefeuille, de mettre en place ta stratégie, parce que quand ça va prendre de la valeur, quand les crypto-monnaies vont regrimper, faut pas que tu sois dans l'improvisation. Il faut que tu sois prêt parce que ce moment va arriver. Et donc, tu dois profiter de cette période pour travailler ton portefeuille, pour travailler ta stratégie de sortie, pour, travailler tout ce qui te
permettra de vraiment gagner de l'argent. Après, si tu penses que c'est trop compliqué, si c'est ton premier cycle, si c'est ta première aventure crypto, sache que j'ai créé une formation complète, une formation gratuite. Elle est gratuite, il n'y a rien, faut pas venir me voir et dire oui, ils vont sa formation. Non, elle est gratuite, je ne vends rien du tout. La formation, tu l'as à l'écran, tu viens sur mon site internet charliesezine.com, tu descends ici, tu mets nom, prénom, email, tu recevras ta formation. Vous êtes plus de 16 000 à avoir profité de cette formation. Moi, ça me fait vraiment kiffer. Et 16 000 personnes qui n'ont rien payé. Rien du tout. Il n'y a pas de conditions bizarres ou quoi que ce soit. La formation, elle est gratuite. Elle dure presque 6 heures. Voilà, t'hésites surtout pas. Et dans cette formation, je te parle de stratégie de sortie. Je te parle de tout un tas de choses qui vont te permettre d'affronter les prochains mois. Tu as le lien en description. Profites-en parce qu'elle est gratuite, tout simplement. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe véritablement, il faut regarder les flux de Bitcoin sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et il y a un indicateur que je trouve très intéressant, tu l'as à l'écran, c'est le Bitcoin Exchange Net Flow to Reserve Ratio. Mon accent est nul, mais c'est pas bien grave. Alors, sans entrer dans les détails et trop techniques, parce que c'est pas le but de la chaîne, vous savez très bien comment ça fonctionne. Cet indicateur, il indique quoi? Il indique l'afflux ou les sorties de BTC des plateformes. Il y a les entrées et les sorties. Alors, pour faire très simple, soit on a plus de BTC qui arrivent sur les exchanges pour être vendus, soit on a plus de BTC qui sortent, ce qui signifie qu'il y a de très gros acheteurs derrière qui accumulent et qui transfèrent leur BTC vers des wallets privés, vers des clés Ledger. Et pourquoi je te montre ça? Tout simplement parce qu'en ce moment précis, il y a tout un tas d'investisseurs particuliers, des petites mains, qui se disent que ça ne montera plus jamais. Et pourtant, on constate que d'énormes quantités de Bitcoin sont retirées des plateformes. Et pourquoi c'est intéressant? Quand tu retires ton Bitcoin, on va dire que tu as un Bitcoin dans ton portefeuille. Quand tu retires ton Bitcoin, que tu mets ton Bitcoin sur une clé Ledger, c'est que tu n'as pas envie de le vendre. C'est que tu penses que ça va aller plus haut. C'est exactement la même chose. Et tu prendras ton Bitcoin quand tu voudras le vendre, tu iras sortir ton Bitcoin de ta clé Ledger et tu iras le transférer sur Binance, sur BitGet, enfin sur la plateforme que tu as l'habitude d'utiliser. Et tu te serviras de cette plateforme pour cash-outer, pour le vendre tout simplement. Et donc, je me répète, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate qu'il y a de plus en plus de Bitcoin qui sont retirés des plateformes. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui font ça s'inscrivent dans la durée. Et comme tu le vois à l'écran, c'est quelque chose qui s'est reproduit fin 2022 quand le Bitcoin a touché son point le plus bas. Et quand certains investisseurs avertis ont accumulé à un niveau historiquement bas. Sur la chaîne, je me souviens combien de fois je vous avais dit, profitez de la période pour accumuler. Et si ça va chercher plus bas, accumuler davantage. Moi, j'espérais que ça aille plus bas. J'ai un souvenir, j'espérais que ça aille chercher les 12 000 $. Ça n'a pas touché les 12 000 $, mais j'en ai profité pour acheter à 15 000 $, à 16 000 $, à 17 000 $, à 18 000 $, etc. Donc, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, une question que tu as peut-être envie de me poser, pourquoi ça stagne? Pourquoi le Bitcoin ne grimpe pas alors que les baleines achètent? Ça, on en a parlé il y a quelques mois, tout simplement parce que faut pas attirer l'attention et faire flamber le cours avant d'avoir accumulé, avant d'avoir suffisamment accumulé. Imaginez un très très gros acteur, énormément d'argent, qui veut acheter des milliers, voire des dizaines de milliers de Bitcoin. Il n'a pas intérêt à ce que le prix s'envole à chaque ordre d'achat. Il veut remplir son portefeuille tranquillement avant de laisser le marché filer vers le haut. Puis en parallèle, il y a également les ETF que tu as à l'écran. Les ETF s'approprient régulièrement des quantités supplémentaires de Bitcoin en coulisses. Ils communiquent pas à tout va. Ils accumulent étape par étape. Et les données on-chain montrent pourtant clairement que les stocks de BTC détenus par les ETF sont en hausse constante. La plupart des petits investisseurs qui voient le Bitcoin faire du surplace ils se disent tous, il se passe rien, le Bitcoin, il prend pas de valeur, les crypto-monnaies, il se passe rien du tout, même les crypto-monnaies perdent de la valeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Que font ces investisseurs? Ils abandonnent, ils jettent l'éponge. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent dans ces phases de calme que, les plus gros acteurs accumulent encore et encore. Regardez encore une fois pour illustrer ce que je dis. On a vu la même chose en janvier 2024. On a connu une période de stagnation pour le Bitcoin. Tout le monde désespéré et puis boum, ça a explosé. Quand on analyse bien la situation, quand on dézoome, les cycles, ils changent pas tant que ça. Qu'est-ce qui change? Les intervenants, les volumes, l'ampleur médiatique. Par exemple, d'un point de vue d'une baleine, d'un très très gros acteur, qu'est-ce qui est vraiment différent? Tout simplement, c'est qu'on a davantage d'argent institutionnel, notamment via les ETF par exemple. Mais le comportement psychologique, c'est toujours le même. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe?
je suis une baleine, j'achète quand les particuliers ont peur. On revend plus tard quand les particuliers sont euphoriques et que les particuliers font grimper le prix encore plus haut. C'est toujours la même chose. Et regardez, d'ailleurs, je vous ai fait un tweet complet. Les whales, les market makers n'ont qu'un seul objectif, te faire paniquer pour accumuler à bas prix. C'est pas une théorie du complot, c'est pas quelque chose que j'invente comme ça. C'est quelque chose qui a été documenté, c'est quelque chose qui a été prouvé encore et encore. Je vous le dis, c'est un mécanisme bien connu des marchés financiers. Ici, je vous dis quoi? À chaque cycle, c'est la même histoire. Quand le marché est euphorique, qu'ils revendent aux nouveaux entrants qui achètent en haut. Quand l'ambiance est morose et que les petits porteurs capitulent, eh ben, ils accumulent discrètement en attendant la prochaine explosion des prix. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais mis trop de smileys. Il a raison. J'en mettrai moins la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez, voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Puis, si je dois faire un focus sur les altcoins, là, on est sur Crypto Bubbles, c'est vert, ça va. Mais si on dézoome, c'est un peu moins vert. D'ailleurs, on va dézoomer, voilà, en semaine. Bon, en tout cas, voilà, il y a tout un tas d'investisseurs qui s'imaginent que dès que le Bitcoin monte, toutes les altcoins doivent suivre automatiquement, doivent monter en même temps. En réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, l'histoire montre que le Bitcoin est souvent le précurseur. Je m'explique. Pendant un bull run, qu'est-ce qu'on voit? On voit généralement une forte accélération du Bitcoin sur une courte période. Puis après, on a une sorte de plateau ou une légère hausse du BTC, pendant qu'à ce moment-là, les altcoins, les autres crypto-monnaies explosent. Et ce décalage temporel, il est complètement normal. Parce que quand le Bitcoin prend de la valeur, quand il explose, quand il dépasse les 100 000 $, peut-être même les 200 000 $ un jour, quand le Bitcoin flambe, tout le monde en parle. Les regards sont tournés vers le BTC. Et après coup, une partie des gains ou de l'attention, il y a les gains et il y a l'attention, après coup, il y a tout ça qui se reporte sur les autres crypto-monnaies, sur les altcoins. Et la situation actuelle, même si vous allez être peu à me croire, mais la situation actuelle, elle est pas différente. Par exemple, la dominance du Bitcoin qui est à 61,46%. Elle est très élevée quand le Bitcoin fait sa poussée. Puis, elle recule quand l'argent se déplace vers les altcoins, quand l'argent, se dilue vers les autres crypto-monnaies. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Pourquoi je vous dis tout ça? Si vous voyez le Bitcoin flamber sur quelques jours, très simple, ne paniquez pas si vos altcoins mettent un petit peu de temps à suivre. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on a? On a derrière une augmentation des altcoins. Puis, il y a le sujet de la altcoin season. Je vous en ai parlé la semaine dernière et j'ai fait, parce que cette vidéo a beaucoup fait parler, je vous ai fait un live dans la foulée le lendemain pour compléter un petit peu mon propos. Parce que même si ma première vidéo est très très claire, malheureusement, il y a certaines personnes qui... faut que je parle en langage des signes. Bon, en tout cas, il y a le sujet de la altcoin season. Il y a tout un tas de personnes qui ont perdu... ils ont perdu la foi. Ils y croient plus. L'altcoin season, ils pensent que ça n'arrivera jamais. Mais par exemple, qu'est-ce que je dis dans cette vidéo d'entrée? Je dis quoi? Je dis que pour l'altcoin season, va falloir se montrer patient. Je ne dis absolument pas qu'elle va. Je dis qu'il va falloir être patient parce que je suis convaincu qu'elle va arriver. Je le dis dans les 20 premières secondes de la vidéo, je vous invite à regarder. Mais il va tout simplement falloir s'armer de patience parce qu'il y a encore une fois un décalage temporel. Pour faire simple, il suffit de regarder ce qui s'est passé les derniers mois. Le marché a simplement adopté un tempo un peu différent. Et il y a que les plus solides qui vont sortir gagnants. Pour celui ou celle qui a perdu espoir, qui n'a plus la foi et qui est en train de craquer, malheureusement, il y a de fortes chances que cette personne regrette dans quelques mois. Regardez, pour compléter ce que je dis là, on va parler du timing potentiel. Alors, pour prévoir la probabilité d'une nouvelle hausse, prévoir probabilité, ça veut dire qu'il y a rien de concret et en plus, je ne suis pas conseiller financier. Mais pour prévoir la probabilité d'une nouvelle hausse, on peut s'appuyer sur deux éléments importants. Alors déjà, historiquement, le premier trimestre de l'année, il est souvent positif. Plein de raisons expliquent ce que je suis en train de dire là. Il y a par exemple la mise en place des budgets en début d'année. Il y a un afflux de capitaux frais. Puis après, il y a l'habituelle correction aux prises de bénéfices de fin d'année qui se termine. En tout cas, Q1, souvent dans le vert. Puis après, on peut aussi penser à la dynamique juste avant. Par exemple, si le Bitcoin a stagné pendant plusieurs semaines, on pourrait penser que le rallye est terminé, comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on a tendance à observer? On observe plutôt un léger recul ou une correction douce sans gros crash. Le Bitcoin est toujours à 96 000 $. Ce qui donne souvent lieu à un nouveau départ haussier dès que la situation se débloque, comme une sorte de ressort comprimé. Puis après, autre chose, on peut également comparer la situation actuelle avec janvier 2024. À l'époque, le Bitcoin est resté coincé. Tout le monde pensait que c'était fini. Et pourtant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quelques semaines plus tard, ça a explosé. Si je poursuis dans les comparaisons, on peut aussi comparer avec novembre dernier. Regarde, là, tu as la charte du Bitcoin. On a eu plusieurs semaines de latéralisation et d'un coup,
bah voilà, tu le vois comme moi, d'un coup, le Bitcoin est parti en flèche. Et ce qui est fou, et c'est pour cette raison qu'on aime beaucoup le marché des crypto-monnaies, il n'y a que le marché des crypto-monnaies qui peut nous offrir ce genre de situation, ben, il suffit parfois de seulement 4, 5, 6 jours de folie pour propulser le Bitcoin et par ricochet faire grimper les altcoins. Et donc, je vous dis tout ça pourquoi? Eh ben, on a beau dire qu'on n'y croit plus, qu'on veut abandonner, eh ben, dites-vous que c'est souvent là que survient un déclic, une annonce, une adoption institutionnelle, une baisse des taux inattendue. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent réellement faire bouger les choses. Autre chose que j'ai remarqué, c'est surtout quelque chose que j'ai remarqué sur les Charlie Call. Les Charlie Call, si t'es pas au courant, c'est un call d'1 heure avec moi. Une visio, je réponds à tes questions. Je dis 1 heure, mais c'est vrai qu'on a tendance à déborder parce qu'on prend notre temps. Mais voilà, 1 heure avec moi, pas une personne de mon équipe. C'est 1 heure avec moi. Si tu as des questions, voilà, je tente de t'aider. Mais quelque chose que j'ai observé, quelque chose que j'ai remarqué sur les derniers Charlie Calls, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Tout un tas de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut pas s'inquiéter de voir le marché ne pas décoller? Je ne sais pas si ma question est bonne, mais vous avez compris. Alors, très simple. Personnellement, je trouve beaucoup plus inquiétant de voir un marché qui s'effondre lourdement pendant des mois. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh ben, le Bitcoin se maintient à un niveau très élevé. Et dès qu'il corrige un peu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a tout un tas d'investisseurs qui se précipitent pour acheter. Pas les particuliers, pas les retail, les gros acteurs. Donc, qu'est-ce que ça illustre derrière? Eh ben, ça illustre une véritable force sous-jacente. Le marché des crypto-monnaies reste résilient, reste solide. Alors oui, il y a des altcoins qui corrigent, mais je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Le marché des crypto-monnaies il peut parfois rapidement nous prendre, mais il peut également nous donner très rapidement. Il suffit de 4, 5, 6 jours pour revenir à notre break-even. Une question que je trouve très intéressante qu'on m'a posée à plusieurs reprises, pourquoi le marché a changé et pourquoi la qualité prime aujourd'hui sur la quantité. On entend souvent que ce bull run est différent parce que le Bitcoin grimpe, mais les altcoins suivent moins qu'avant. Et c'est vrai qu'on constate une certaine disparité. Le Bitcoin a atteint des sommets inédits, il a dépassé les 100 000 $, il a été propulsé par l'arrivée des ETF, il a été propulsé par l'adoption institutionnelle. Alors qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'altcoins qui sont restés, qui ont déçu. Ils sont quasiment au niveau de cours bear market. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a plusieurs causes, on en a parlé. Je vais rapidement les évoquer parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Alors déjà, il y a l'explosion du nombre de crypto-monnaies. Avant, il existait des centaines de crypto-monnaies intéressantes. Aujourd'hui, il y a des millions de jetons qui surgissent, dont la plupart, oui, c'est vrai, sont des projets bidons, des shitcoins, mais il y a quand même des millions de crypto-monnaies qui sont là pour surfer sur la hype. Et même si 99% de ces projets vont mourir ou sont déjà morts, il y a quand même 1% qui reste sur le marché et qui capte de la liquidité. Ce qui fait que la liquidité se disperse. J'ai dit, il reste que 1%. Et même si on part sur 0,1%, il y a quand même beaucoup plus de projets qui captent de la liquidité par rapport au cycle précédent. Donc, voilà, la liquidité se disperse et l'argent, ne peut plus tout faire monter en même temps. Ça, c'est le premier sujet. Puis après, il y a l'arrivée des ETF. Quand les investisseurs institutionnels veulent du Bitcoin via un ETF, c'est un petit peu plus complexe de réallouer cet argent vers des altcoins. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On passait sur un exchange, on allait sur BitGet, BitGet n'était pas sur Binance, FTX, etc., Coinbase, etc. Avant, on faisait ça, on passait sur un exchange, on convertissait directement du Bitcoin en altcoin. Et voilà, ça y est, on s'exposait plus facilement sur les autres cryptos. Maintenant, vendre un ETF pour acheter un altcoin, c'est un peu moins fluide. Puis après, il y a l'état d'esprit qu'on achète un ETF. Un ETF, on s'inscrit davantage dans la durée. Ça, c'est la deuxième chose. Puis après, il y a la dynamique de marché qui est plus mature. Des projets comme Chiliz, comme VeChain, comme EGLD, voilà, ce genre de crypto-monnaies qui semblaient prometteurs en 2021, n'ont pas su maintenir la hype. Il y a aujourd'hui une sélection naturelle beaucoup plus forte. Par contre, derrière, il y a des projets, Ethereum, Solana, BNB, XRP et d'autres qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et donc, pourquoi je te dis ça? La conséquence, c'est quoi? C'est que le marché des crypto-monnaies, le marché altcoin global a certes récupéré de la valeur, il a pris de la valeur, mais pas de manière homogène. Les capitaux, aujourd'hui, se concentrent sur les projets réputés solides. Et sur ceux qui ont réussi à convaincre via de nouvelles annonces des nouveaux catalyseurs de partenariats, des nouveaux partenariats et un usage réel. Voilà pourquoi il y a tout un tas d'altcoins qui n'ont pas explosé. Mais je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Je vais poursuivre sur un autre sujet que je trouve très important parce que pour moi, c'est
dans ces moments qu'il faut réfléchir à sa stratégie de prise de profit. Oui, ça peut surprendre certaines personnes, mais faut pas réfléchir à cette stratégie quand tout est vert, quand on est tout en haut, parce que malheureusement, on fait mal les choses. Si tu réfléchis à ta stratégie maintenant, aujourd'hui, tu seras mieux armé pour la suite. Et malheureusement, une énorme erreur que je vois dans l'univers des crypto-monnaies, c'est de ne jamais, et j'en ai rencontré, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, je me suis aperçu que les gens ne prennent jamais de bénéfices. Et en plus, dites-moi si vous voyez de quoi je parle, mais dès lors que vous faites savoir que vous vendez pour prendre des profits, il y a tout un tas de personnes qui viennent se moquer de vous. Pourtant, vous avez fait votre profit, vous avez fait votre argent, vous êtes à l'aise avec ce profit, mais il y a des gens que vous connaissez pas, ou il y a des gens qui, voilà, sur Twitter, enfin peu importe l'endroit, qui viennent vous juger sur votre prise de bénéfice. Et je vous le dis, ce sont ces personnes qui gagnent véritablement d'argent. Et toutes les personnes qui se moquent, ils se transforment en holder et ils apportent leur crypto-monnaie en bear market. Et pourtant, c'est indispensable de savoir vendre de temps en temps. Pourquoi vendre? Déjà, pourquoi vendre? Il y a au-delà du fait que c'est bien de gagner de l'argent, mais pourquoi vendre? Déjà, vous sécurisez votre capital. Très important. Vous évitez de tout reperdre si le marché rechute brutalement. Vous commencez à capter comment le marché des crypto-monnaies fonctionne. Il peut vite vous donner, mais il peut vite vous reprendre, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième point, vous évitez de tout reperdre si le marché rechute brutalement. Puis après, vous pouvez racheter plus bas dans les phases de baisse. Et ça, c'est très, très utile si on veut vraiment gagner de l'argent. Il faut avoir des liquidités, il faut avoir de l'argent disponible en cas de dip. Regardez un exemple. Si, par exemple, vous avez acheté du Bitcoin à 20 000 $, vous avez peut-être déjà fait un x5 aujourd'hui. Quelqu'un qui débarque aujourd'hui sur le Bitcoin ne fera peut-être pas, sans doute pas même x5 dans ce cycle. Par contre, celui qui a acheté à 20 000 $ et qui se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin à 100 000 $, il a fait x5 beau gosse. Donc, j'ai envie de me dire qu'il est logique pour vous, si vous avez acheté du Bitcoin à 20 000 $, de collecter, de sortir un petit peu d'argent parce que vous avez quand même fait x5. Qui va vous donner x5 aujourd'hui? Il y a personne qui va venir, qui va toquer à votre porte, qui va dire « Tenez, tiens, j'ai un petit x5 pour toi ». Personne. Et donc, ça sert à rien de se comparer. Vous avez quelqu'un qui va peut-être acheter du Bitcoin à 100 000 $ et qui va vous dire « Oui, mais pourquoi tu vends ?» alors que vous l'avez peut-être acheté à 20 000 $. Donc, ça sert à rien de se comparer. Chacun fait son petit bonhomme de chemin. L'essentiel, c'est de sortir avec de l'argent. Et puis, dans la réalité, toutes les positions ne se valent pas. Un investisseur présent depuis 2023 ou 2024 est assis sur, normalement, un petit coussin de plus-value. Il peut se permettre de voir venir, même s'il voit le marché des crypto-monnaies chuter, il reste normalement dans le vert. Mais un nouvel arrivant, un débutant qui, lui, vient tout juste de se positionner, oui, malheureusement, il vit chaque baisse comme une douche froide. C'est une situation très compliquée pour cet investisseur parce que malheureusement, il n'a pas cette marge de sécurité. Après, autre chose, c'est quelque chose que je dis beaucoup sur mes Charlie Call et c'est quelque chose que je vous ai dit dans ma dernière vidéo et c'est pour cette raison qu'elle a fait réagir. Faut pas viser non plus l'impossible. Par exemple, ceux qui ont acheté du Cardano à 30 centimes, eux peuvent rêver d'un x8, x10 si le ADA va chercher les 2 $, si le ADA va chercher les 3 $. OK. Par contre, quelqu'un qui l'a acheté à 1 $, s'il veut espérer la même performance, il faut que le Cardano aille chercher les 10 $, les 20 $. Enfin, vous avez compris. C'est pas impossible parce que le marché des crypto-monnaies est merveilleux, il est capable du meilleur comme du pire, mais il est capable de donner. Mais c'est quand même beaucoup moins probable dans un seul bull run. Et c'est encore une fois en ça que ça sert à rien de se comparer avec lui, avec elle. Chacun fait son aventure, chacun construit son portefeuille comme il l'entend. Et puis autre chose, je vous en avais fait une vidéo complète qui est juste ici, voilà, juste ici. Vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Si vous vendez un peu avant le pic final, vous vous en sortez très bien. Après, c'est très dur, mais vous en sortez très bien. Attendre le sommet parfait est quasi impossible. Soit vous ratez le sommet, soit vous redescendez avec le marché. Puis, je vais rebondir sur quelque chose d'intéressant. Il y a actuellement un discours de tout un tas d'investisseurs, on va les appeler investisseurs, même si je les vois pas comme des investisseurs. Paraît-il que les youtubeurs aujourd'hui retournent leur veste. Alors, il y a beaucoup d'analystes, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont un seul scénario en tête du style le bull run va forcément se terminer fin du premier trimestre ou ça ira jusqu'en fin 2025. Je vais vendre à temps, je vais faire exactement comme ça et c'est vraiment je fais ça et ça bougera pas. Le vrai souci là, c'est quoi? C'est de miser 100% de ses billes sur un seul scénario et d'ignorer
toutes les autres possibilités. C'est comme faire taper au casino sur une case unique. Mais l'investissement, et encore plus dans le monde des crypto-monnaies, faut savoir que on est sur une situation plurielle. Il y a tellement d'éléments qui viennent faire bouger les choses qu'il est extrêmement difficile de prévoir exactement avec certitude ce qui va se passer. Et c'est pour cette raison que j'ai souvent dit dans mes vidéos que voilà, je ne suis pas conseiller financier, je ne sais pas. Voilà, j'ai ces données-là, je vous les partage, je vous donne mon avis qui n'est que mon avis et qui n'est que l'avis d'un mec qui a branché une red light, enfin une lumière ici, qui est tout seul dans son studio. Voilà, qui n'est que l'avis de n'importe un mec banal, voilà, qui n'est que ça, qui n'est pas la vie. Il n'y a aucune certitude dans ce que je vous dis. Donc, toutes les personnes qui n'avancent qu'avec un seul scénario, je vous le dis, ils vont se faire défoncer. Ces personnes-là vont se faire défoncer. J'ai zéro doute. Après, on s'est dit plein de choses sur la chaîne. Il y a eu plein de choses qui se sont révélées vraies. Mais il n'y a jamais de certitude. Donc, après avoir dit tout ça, moi, je vous le dis. Mais après avoir dit tout ça, quelle est la bonne approche? Eh bien, pour moi, la bonne approche consiste à créer 2 plans. Je simplifie un peu les choses. Mais par exemple, plan A. Admettons, on a 2 plans. Eh bien, le plan A, ce serait quoi? Eh bien, on aurait un scénario où on juge. Le plan A, ce serait le scénario le plus probable. Par exemple, on part du principe qu'on aurait une nouvelle hausse au premier trimestre. Ce serait le plan A. Le plan B, un scénario alternatif. Un scénario où on doit s'adapter. Un scénario par exemple, si le marché ne se comporte pas comme prévu. Par exemple, aucune hausse au premier trimestre de l'année et un marché qui stagne ou descend jusqu'à l'automne. Par exemple, plan A, mon avis, je pense qu'il y a de très bonnes chances de voir le Bitcoin monter à 120 000 $, 125 000 $ ou peut-être même plus sur le premier trimestre. Les altcoins suivront derrière probablement. Et dans ce scénario, qu'est-ce que je ferai? Eh ben, je prendrai des profits, je vendrai progressivement. Je vendrai pas tout d'un coup, mais j'évaluerai crypto par crypto. Et c'est aussi pour cette raison que je vous dis, n'accumulez pas les cryptos. Ça sert à rien d'avoir 50 crypto-monnaies si vous êtes incapable de les piloter. C'est pour cette raison qu'avoir un portefeuille de 10, 15 crypto-monnaies, c'est largement suffisant sur des narratifs forts. C'était une petite parenthèse. Mais voilà, j'étudierai crypto par crypto selon les performances, selon selon les données que je pourrais récolter et voilà, je prendrai des profits sur ces cryptos. Puis derrière, qu'est-ce que je ferai? Je garderai aussi un petit peu de capital que je pourrais réinvestir plus tard dans l'année si on a une correction importante sur l'été. Parce que historiquement, juillet, août, septembre offrent souvent des opportunités pour acheter quand le moral est au plus bas, juste avant un possible rebond du 4e trimestre. Ça, c'est le premier scénario si toutes les planètes sont alignées. Maintenant, je vous ai parlé d'un deuxième scénario. Supposons que la hausse n'arrive pas au premier trimestre et qu'on stagne ou qu'on tombe encore plus bas jusqu'après l'été. Eh ben, je vais pas m'affoler, je vais pas paniquer parce que je sais exactement comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accumuler avec le reste, le peu de cash qui me reste, mais je vais accumuler si le Bitcoin dégringole vraiment. Et j'achèterai essentiellement du Bitcoin. Puis derrière, je compléterai mes positions avec des crypto-monnaies que j'ai déjà dans mon portefeuille. Je fais ça en plusieurs fois, DCA tranquille. Je prends, je me stresse pas. Chaque semaine, chaque mois, selon la situation, j'adapterai. Alors oui, dans ce scénario qui est un peu moche, mes altcoins actuels vont perdre de la valeur à court terme. Mais ça m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais exactement comment ça se passe et je sais qu'à long terme, si le marché repart, je serai largement gagnant. Et en plus, en profitant des plus bas pour accumuler, j'augmente mes positions et en plus de ça, j'abaisse mon prix moyen d'achat. Et c'est pour cette raison que je vous dis toujours d'accumuler les crypto-monnaies que vous avez déjà dans vos portefeuilles. Arrêtez de regarder ce qu'il y a dans le portefeuille du voisin, ça sert à rien. Si vous avez bien fait votre travail, si vous avez 10, 15 crypto-monnaies sur des narratifs forts, comme je l'ai dit juste avant, ça suffit. Je vous ai fait un tweet sur ça. Ici, le capital se concentre sur un petit nombre de gagnants, 3 à 5 leaders par secteur. Je vous dis layer 1, layer 2, DeFi, intelligence artificielle, RWA. Voilà, sur des narratifs forts. J'accumule que sur ces crypto-monnaies que j'ai déjà en portefeuille. Ça me permet d'avoir un meilleur break-even, un meilleur prix, pas un meilleur break-even, mais vous avez compris. Si le plan A se produit, je profite d'une vente en plus-value dans quelques semaines, dans quelques mois. Et si le plan B se produit, malheureusement, c'est vrai que ça m'arrange pas, mais si il y a le plan B, je garde mes crypto-monnaies, j'attends plus longtemps et je rachète du Bitcoin pas cher. Dans les deux cas, je reste
confiant à long terme parce que j'ai la foi, je ne panique pas, je me mets pas à vendre tout par peur ou à acheter en masse sur un coup de tête, je ne FOMO pas, je reste stratégique, mais voilà, je navigue avec mes deux scénarios. Bon, actuellement, la période est rouge, on en a parlé, il y a eu beaucoup de liquidations, on en a également parlé, des milliards de dollars de positions complètement liquidées. Les mauvaises nouvelles pleuvent, on parle de hausse de taux d'intérêt reportés, enfin de baisse de taux d'intérêt reportés, on parle de décisions politiques incertaines, de déclarations de Trump ou d'autres acteurs. Voilà, tout est rouge, la panique est revenue, c'est la fin, je vends tout. Voilà, période un peu compliquée. Mais moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est toujours, mais absolument toujours le même schéma. Souvenez-vous d'août 2024. Je vous parle pas de, vous savez, 2015, 2016. Je vous parle d'août 2024, il y a un peu plus de 6 mois. On a eu un crash en raison des taux japonais. On en a parlé sur la chaîne. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le marché est reparti. Puis en septembre, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une autre correction. Tout le monde voulait abandonner. C'était la mort. Il n'y avait rien à espérer. Qu'est-ce qu'on a eu derrière? Octobre. Octobre, on a eu quelques petites secousses avant une énorme explosion en novembre. Donc, ce que je veux dire là, c'est quelque chose qu'on voit encore et encore. Et ceux qui, malheureusement, ne sont pas préparés ou n'ont pas de plan, se laissent submerger par leurs émotions. Ils vendent souvent tout bas et rachètent souvent en haut. Une formule qui n'a jamais fait ses preuves. Il y a aussi cette expression qui dit « il fait toujours plus sombre juste avant l'aube ». C'est précisément aujourd'hui, dans ces moments de peur extrême, que ceux qui ont un peu de sang-froid et que ceux qui ont un plan d'action arrivent à sortir gagnant du cycle, arrivent à acheter à prix cassé. Et puis, quand le marché reprend, qu'est-ce qui se passe? Ils encaissent, ils ressortent avec de l'argent. Un investisseur qui vit son premier cycle, un investisseur débutant, c'est vrai, il est souvent tétanisé par la baisse, il a besoin d'être rassuré. C'est un peu pour ce que j'ai vu sur les Charlie Cole. Il a souvent besoin d'être rassuré. Un investisseur expérimenté, lui, qu'est-ce qu'il voit? Quand il vit la période actuelle, il voit ça comme des opportunités de racheter. Et c'est exactement la différence entre celui qui a déjà traversé plusieurs cycles et celui qui arrive pour la première fois. Maintenant, à titre personnel, vous connaissez mon parcours. Moi, c'est mon 3e cycle. Et aujourd'hui, ça fait un petit peu l'ancien, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, plus rien me surprend. Les crashs, je le sais, les crashs peuvent être violents et parfois, ils sont très violents. Parfois, ça fait mal, je vous le dis. Les crashs peuvent être très violents. Mais je sais également que derrière, les rebonds peuvent l'être encore plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous et à demain.